parti pour la creepy story. Notre affaire démarre le 13 octobre 1995 à Montagna. C'est une ville qui se situe à côté de Bourg-en-Bresse, côté de Lyon. Un agriculteur se rend dans ses champs pour commencer à travailler, mais il va malheureusement faire la découverte d'un corps et va donc prévenir les autorités. Les gendarmes vont se rendre sur les lieux vers 8h30 du matin et ils vont commencer à faire les premières constatations. Donc il s'agit d'un corps masculin entre 20 et 25 ans qui se trouve à peu près à 5 mètres d'une voiture présente sur les lieux. Les enquêteurs remarquent tout de suite que le corps a plusieurs impacts de balles, mais ce qui va vraiment les marquer, c'est le fait qu'il a eu la gorge tranchée quasiment jusqu'au cervical, ce qui est un petit peu barbare. On voit qu'il y a des traînées de sang de la voiture jusqu'au corps, donc que potentiellement le corps a été traîné et ou déplacé. À côté du corps se trouve une douille de 5,56, donc c'est un petit calibre, mais c'est la seule qui est retrouvée alors que le corps possède plusieurs impacts. À ce moment-là, les autorités ne savent pas qui est ce jeune homme. Il n'y a pas eu de disparition de données, en tout cas de déclarer à la police, mais ils vont retrouver dans ses vêtements 3 fiches de paye, donc avec son identité, et il s'agit de Sébastien Faisan. Et en plus de ces fiches de paye, dans la poche du pantalon de ce jeune homme, ils vont retrouver un bout de papier avec écrit « Rendez-vous Chantal ». Et ça va être très important pour la suite. Donc via les documents qu'ils ont retrouvés, ils se rendent au domicile de Sébastien et commencent à entamer une espèce de perquisition pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et ils vont découvrir qu'il ne vit pas seul, il vit avec son frère. Donc son frère Nicolas va être contacté par la police qui va lui dire de venir sur place rapidement, c'est très important. Lui au téléphone il comprend pas trop, il demande ce qui se passe et il lui dit juste de venir, tout de suite. Donc Nicolas rentre à l'appartement et il découvre tout simplement les enquêteurs en train de retourner le logement pour trouver des pistes, des indices. Et ils vont tout de suite l'auditionner pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu se produire. Est-ce que son frère avait des problèmes? Est-ce qu'il avait des ennemis? Mais c'est très rapide. De ce qu'explique en fait Nicolas, c'est que finalement, on lui apprend assez brutalement que son frère est mort et on veut tout de suite avoir des informations. Il n'a même pas le temps vraiment de comprendre qu'il vient de perdre son frère et dans quelles circonstances. On va directement lui montrer une photo de son frère, enfin du corps de son frère, donc avec la gorge tranchée par terre dans un chemin, quoi. Et donc, Sébastien, en fait, c'est un jeune homme qui a 24 ans au moment des faits, qui est passionné par la mode. Donc, il fait des études dans ce sens. Et là, il était encore en études à ce moment-là. Mais à côté de ça, il travaillait pour se faire un peu d'argent dans un sex shop. Chose qu'il n'a jamais assumée auprès de ses proches, notamment de son frère. Il lui a toujours dit qu'il travaillait dans une entreprise de transport de nuit et qui gérait un peu tout ce qui était comptabilité, logistique, etc. C'est quelque chose qu'il ne voulait pas assumer, même si on voit pas trop le problème, ça reste un boulot comme un autre. Et ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il avait une espèce de curiosité à autour de ça, c'est-à-dire de faire des rendez-vous avec des couples, donc de l'échangisme. On va dire qu'il avait envie de tester plein de choses. Il avait envie d'essayer plein de choses. Et donc, on commence à faire le lien avec le papier, avec marqué rendez-vous Chantal. On se dit que potentiellement, ça devait être un rendez-vous échangiste. Et est-ce que ce rendez-vous aurait pu éventuellement mal tourner? C'est la question qu'on commence à se poser. On va s'apercevoir que la veille du drame,
il aurait acheté dans la boutique où il travaillait des cassettes vidéo. Je le rappelle qu'on est en 95. Donc des cassettes vidéo, des objets de jeu et aussi des menottes. Donc potentiellement pour ce rendez-vous avec Chantal. Sébastien est célibataire à ce moment-là, donc lorsqu'il a ses rendez-vous échangistes, c'est lui seul avec plusieurs partenaires du coup. Et donc en 95, il y a pas le téléphone rôle de Minitel, Rose. C'est en pleine expansion, il y a des pubs carrément là-dessus. Alors c'est le 3615 apparemment, c'est pas le Père Noël, c'est le Minitel. Et c'est quelque chose qui est en pleine expansion et il y a du client, faut le dire. Et donc on se rend compte que Sébastien fréquentait des sites sur le Minitel. Et donc la piste se dirige vraiment vers ça. Les enquêteurs décident de regarder avec qui il était en contact, avec qui il a pu échanger et essayer de trouver finalement cette fameuse Chantal. Donc on demande à Nicolas un peu l'emploi du temps de son frère la veille de tout ça. Donc il va expliquer que pendant la soirée, Sébastien s'est absenté. Voilà, il est parti faire quelque chose. Que vers 3h30 du matin, le téléphone a sonné. Donc Nicolas répond et il tombe sur une femme qui s'appelle Chantal et qui explique qu'elle avait rendez-vous avec Sébastien mais qu'il n'est jamais venu. Donc Nicolas sait pas trop quoi dire, il dit qu'il passera le message à son frère à l'occasion et il raccroche. Son frère va rentrer peu de temps après et il va lui dire écoute, une femme a appelé au nom de Chantal, elle dit que tu devais la rejoindre et que tu n'es pas venu. Et Sébastien va lui répondre oui je sais, j'ai loupé un rendez-vous coquin. Donc visiblement c'est quelque chose qui était prévu. Les deux frères partent se coucher et le lendemain matin, Chantal rappelle de nouveau et là cette fois-ci elle tombe sur Sébastien. Donc elle lui propose de remettre le rendez-vous à ce soir et lui il est ok. Donc c'est un rendez-vous qui est donné vers 1h du matin sur un parking d'autoroute qui correspond à une autoroute qui va vers Bourg-en-Bresse. Et apparemment c'est un coin qui est connu justement pour les couples échangistes, pour être un coin un peu tranquille où personne va venir regarder ce qui s'y passe. Donc Sébastien accepte et il est très content et très excité de ce rendez-vous finalement parce que c'est une nouvelle expérience encore voilà, d'aller rejoindre un couple dans un coin un peu paumé et de s'adonner à des pratiques intimes. À ce moment-là, c'est pas encore courant d'avoir le portable sur soi. C'est même quasiment rare, voire je crois que ça n'existe pas encore. Donc, il y a les téléphones fixes, mais on peut quand même remonter aux numéros qui ont téléphoné. Donc, on essaye de retrouver cette fameuse Chantal, puisque les gendarmes arrivent à valider l'emploi du temps que leur a donné Nicolas, puisque effectivement, il y a bien eu un appel passé à 3h30 du matin et un le matin. Donc, ils retrouvent l'identité de la personne à qui appartient le numéro de fixe, et il s'agit de Madame Danielle Doyonna. Ce n'est pas du tout Chantal. Donc ça met encore plus les enquêteurs sur la piste, parce qu'on se dit, donc, il a pas été au premier rendez-vous, puis il va au deuxième, et bizarrement, il est retrouvé mort. Une femme a appelé pour lui redonner rendez-vous, et finalement, elle lui donne un prénom qui n'est pas celui à qui appartient le numéro. Ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire tiquer un peu les enquêteurs, et on se dit que finalement, il a dû se passer quelque chose avec cette Chantal. Donc, les gendarmes cherchent un peu des informations sur la vie de Danielle Doyonna. Donc, c'est une femme qui est veuve depuis 1994, donc ça fait un an. Elle a 33 ans au moment des faits. Son mari est décédé dans un accident de la route. Elle a 3 enfants. Et c'est une femme qui, a priori, n'a pas de problème particulier. La seule chose qu'on sait qui a changé, c'est qu'elle a retrouvé un compagnon qui s'appelle Patrick Sarrazin. Donc, on se renseigne aussi sur cet homme. Qui est-il ? Donc, c'est un homme qui a 41 ans, qui est assez sportif, qui pratique les arts martiaux,
mais qui en rajoute un peu. Voilà, à l'entendre, c'est un petit peu le professionnel des arts martiaux. Ouais, c'est un homme qui est un peu vantard, qui est un peu beau parleur, et finalement, c'est un peu le genre de profil que Daniel aime bien. Et ce couple vit ensemble. Les deux ne travaillent pas, donc ils vivent du RMI. Il me semble que maintenant ça correspond au RSA. Et donc les enquêteurs, avant de vouloir les arrêter ou quoi que ce soit, décident de les placer sous écoute pour voir s'ils entendent des choses qui pourraient les incriminer. Donc autant au niveau du téléphone, autant ils surveillent aussi le couple dans leurs déplacements. Donc via les conversations téléphoniques, les gendarmes vont s'apercevoir que c'est un couple qui pratique l'échangisme, ce qui, du coup, concorde avec le mode de vie de Sébastien et l'échange qu'ils ont pu avoir. Donc ce n'est pas une erreur de numéro ou une erreur d'identité. Chantal est certainement bien Daniel. Au vu de l'état dans lequel ils ont retrouvé le corps de Sébastien, c'est-à-dire avec la gorge tranchée plus des balles, ils veulent arrêter le couple, mais que ça se passe du mieux possible. Donc ils vont attendre que les enfants de Daniel partent à l'école pour arrêter le couple. Donc c'est ce qui va se produire. Ils vont attendre 8h30 que les enfants soient partis pour venir arrêter le couple au domicile et le perquisitionner. Et là, bah ça va pas aller en s'arrangeant pour eux parce que on va découvrir un pistolet de calibre 5,56 qui correspond à l'impact de balle et à la douille retrouvée sur place. Ils vont retrouver beaucoup de cartouches en plus avec le pistolet. On va retrouver un poignard, enfin un couteau qui fait office de poignard avec du rouge dessus, donc potentiellement du sang, ainsi que des menottes avec, là aussi, un peu de rouge, donc certainement du sang. On trouve les cassettes vidéo et un lecteur vidéo qui, à la base, appartenait à Sébastien. Malheureusement, ça fait beaucoup. Donc, le couple est placé en garde à vue. Ils sont séparés, évidemment, pour être entendus séparément. Et très clairement, on leur fait comprendre qu'au vu de ce qui a été trouvé à leur domicile, autant qu'ils avouent maintenant, on fait gagner du temps à tout le monde. Et Danielle Doyona va assez vite passer aux aveux. Elle va expliquer qu'elle n'y est pour rien, qu'elle a été contrainte par son conjoint Patrick de faire tout ça, que ce n'était pas son idée, qu'elle a été finalement un peu soumise et sous emprise, et que ils ont bien tué, enfin que son nouveau compagnon a bien tué Sébastien parce que finalement ils étaient en difficulté financière et qu'ils voulaient essayer de se faire un peu d'argent, donc de voler quelqu'un. Patrick va lui aussi assez rapidement avouer et va plus ou moins rejoindre sa femme sur le fait qu'effectivement ils avaient besoin d'argent et que c'était le motif principal du rendez-vous avec Sébastien. Mais il ne sait pas encore que sa femme l'accuse, que sa compagne l'accuse complètement de tout ce manège en fait. Donc on leur demande d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé le jour du meurtre. Et donc, Danielle Doyona explique qu'effectivement, elle a bien appelé Sébastien pour fixer le rendez-vous au soir, qu'elle s'y est rendue. De ce que j'ai compris, à la base, elle devait être seule. Donc Sébastien ne savait pas que Patrick devait être là. C'est pas très clair cette histoire. Que Patrick a proposé à Sébastien de faire un petit jeu coquin et donc de l'attacher avec des menottes. Sébastien, lui, a acquiescé. Donc on peut se dire, c'est un peu bizarre. Voilà, je pense que Sébastien était un peu dans la curiosité et voulait essayer de nouvelles choses. Donc il s'est dit, ok, c'est un jeu, je vois pas le problème. Et apparemment, ça aurait dérapé puisque Sébastien aurait eu un comportement un peu violent à l'égard de Daniel. Et donc, là, ça part un peu en cacahuète puisque Patrick va chercher une arme dans sa voiture qui était là apparemment par hasard et braque l'arme sur la tempe de Sébastien en lui réclamant le code de sa carte bleue. Sébastien va le donner. Il comprend absolument pas ce qui se passe. Je rappelle qu'il est menotté à ce moment-là et qu'il venait pour une rencontre intime et ça part un peu à l'opposé. Donc il va donner le code de sa carte bleue et on apprendra, le couple va se rendre compte plus tard qu'il avait donné un faux code de carte bleue.
Donc il lui donne, mais il le supplie, Patrick, de ne pas le tuer, qu'il ne veut pas mourir. Sauf que Patrick va tirer à plusieurs reprises sur Sébastien. Donc dans le thorax et dans la tête, si je ne dis pas de bêtises. Mais il explique qu'il n'est pas sûr que Sébastien est mort à ce moment-là, parce qu'il a un peu des râlements. L'horreur. Donc, pour être sûr, et entre guillemets pour le finir, il va chercher un couteau qui, là aussi, était dans la voiture par hasard, pour lui trancher la gorge. Le couple récupère donc dans sa voiture les fameuses cassettes avec le lecteur vidéo, plus 100 francs, des francs à l'époque, qu'il y avait dans le porte-monnaie qui était dans sa voiture, et s'en va. Donc Sébastien, si on résume, il est mort pour une carte bleue dont ils ne pourront pas l'utiliser puisque le code n'est pas bon, et 100 francs. Voilà. Donc le couple va essayer d'utiliser cette fameuse carte bleue qui, après 3 essais de code, va être avalée par la machine puisque le code n'est pas bon. Et le couple va décider tout simplement de rentrer au domicile, de visionner les cassettes qui sont des cassettes érotiques, je ne l'ai pas précisé, d'avoir un rapport intime, puis d'aller se coucher. Comme si de rien n'était. Ils viennent de tuer un homme, un jeune homme, il avait 24 ans, froidement pour 100 francs et des cassettes porno, et ils vont se coucher. Voilà. Le lendemain, le couple va recevoir un autre couple pour de l'échangisme, encore une fois, et le couple témoignera en disant que tout s'est bien passé, que c'est un couple qui les a très bien accueillis, qui a été très gentil, enfin... Jamais il ne se serait imaginé qu'ils aient pu été capables de faire une chose pareille. Donc, malgré les aveux des deux, Danielle se met toujours en position de victime. Elle explique que voilà, elle ne voulait pas, que c'est Patrick qui l'a forcé, que elle, ce n'est pas une personne qui voulait faire ça. Elle n'aurait jamais pensé à un plan machiavélique pareil. Mais là, les gendarmes, du coup, se posent une petite question. Ils se disent, mais... Danielle, son mari, est mort dans un accident de la route 1 an avant. Si finalement elle a été capable de réaliser ça avec son nouveau conjoint sur un inconnu, est-ce qu'elle n'aurait pas, elle aussi, enfin en tout cas, est-ce qu'elle n'aurait pas agi de la même manière avec son mari? Donc les gendarmes décident de rouvrir le dossier sur la mort classée accidentelle de son mari. Le gendarme qui a géré cette enquête-là à l'époque va très clairement expliquer qu'il avait trouvé cet accident particulièrement bizarre pour plusieurs raisons qu'on va évoquer par la suite. Donc, le mari de Danielle, décédé, s'appelle Gilles. C'est un homme qui a montré sa propre entreprise de réparation de voitures. Donc, c'est un bosseur qui passe énormément de temps au travail. Ce qui fait que Danielle, pendant ce temps-là, elle ne travaille pas, elle est femme au foyer, elle s'occupe des enfants, et très clairement, elle s'ennuie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'elle décide de consulter le Minitel Rose. Elle va avoir plusieurs aventures, mais celle qui va rester et durer, c'est celle avec Patrick Sarrazin. C'est sur le Minitel Rose qu'ils se sont connus. Elle cherchait un homme qui la divertisse, qui lui fasse vivre des choses, vivre l'aventure finalement, hein, sortir du quotidien un peu morose de la routine. Donc c'est ce qu'elle va trouver. Et lui finalement ce qu'il cherche, bah voilà, c'est une femme, une bonne mère de famille, attentionnée. Donc finalement ils se trouvent bien tous les deux. Donc Gilles se doute que sa femme a un amant et donc... je sais pas si c'est critiquable ou pas, mais il va décider de se consoler dans les bras de la nounou de ses enfants. Ainsi que la sœur de la nounou qui, à l'époque, a à peine 17 ans. Il faut savoir que, à côté de ça, Gilles va demander à la nounou de surveiller Danielle, de lui dire ce qu'elle fait, qui elle voit, où est-ce qu'elle va, quand est-ce qu'elle part de la maison. Et donc la nounou va rentrer effectivement dans ce manège et va carrément tenir un espèce de compte rendu tous les jours sur Danielle pour dire à son mari, voilà, ta femme était à tel endroit avec telle personne. Et donc Gilles savait pour les relations, mais notamment la relation avec Patrick.
L'accident, si à l'époque il a été classé accidentel, enfin, ouais, l'accident accidentel, mais s'il a été classé en accident, ça n'a pas forcément convaincu les enquêteurs à l'époque, puisque très clairement, la voiture en fait aurait quitté la route pour finir dans un ravin. Sauf que Gilles, le mari, était du côté passager. Donc comment il aurait pu perdre le contrôle du véhicule s'il n'était pas conducteur? Il n'y avait pas de traces de freinage, ce qui est étonnant aussi, puisque tu perds le contrôle de ton véhicule, tu vas d'abord essayer de freiner du plus fort que tu peux pour essayer d'arrêter la voiture. Mais à l'époque, le parquet n'ordonne pas d'autopsie, donc c'est classé en accident. Donc les enquêteurs décident de faire exhumer le corps de Gilles pour faire une autopsie. Donc exhumer, c'est sortir le corps de sa tombe. Et que découvrons-nous? À l'arrière du crâne de Gilles, il y a une balle de 22 longs rifles. Donc, ce n'est plus un accident, ça devient un crime. Donc là, Daniel et Patrick, le couple, est replacé, enfin, est déjà en garde à vue, mais est prolongé en garde à vue pour maintenant être inculpé pour le meurtre du mari de Daniel. Et Daniel va avouer assez rapidement aussi que son amant a bien tué son mari. Encore une fois, elle ne se met pas dans le lot. Patrick, lui, va aussi confirmer l'avoir tué. Alors, il faut savoir que le couple a décidé, un mois après, d'essayer de mettre un terme à la vie de Gilles. C'est quand même assez rapide. Donc, ils vont essayer une première fois. Donc, la technique, c'est que Daniel propose un verre de whisky à son mari, met des somnifères dedans. Donc, son mari s'endort. Patrick lui assène un coup de barre de fer pour vraiment, vraiment bien l'assommer. Puis, on le met au volant de la voiture. Et on essaye de... ils conduisent la voiture de fait à ce qu'elle tombe dans un ravin, dans une montagne, pour un accident tout simplement de la route avec de l'alcool. Sauf que la première fois, ça loupe. Parce qu'en fait, la voiture ne va pas tomber dans le ravin, elle va rester bloquée sur le bord de la route. Et en fait, Gilles va se réveiller. Donc le couple, entre-temps, est parti. C'est-à-dire que le couple, lui, Patrick envoie la voiture et les deux s'en vont. Mais Gilles va se réveiller. Donc lui, il va pas comprendre qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est dans sa voiture, comment il est arrivé ici. Mais en tout cas, il s'en sort puisque il va prévenir les pompiers, des choses comme ça, et il va rentrer chez lui, quoi. J'ai vu sur un autre article qu'il y avait eu 2 autres tentatives pour tuer Gilles. Je ne sais pas si elles sont véridiques ou pas. Donc je préfère pas vous les dire, surtout qu'il y en a une qui paraît vraiment tirée par les cheveux. Donc je préfère pas dire de bêtises. En tout cas, la première tentative, c'est sûr qu'elle est arrivée, celle-ci. Et donc la fois où ils ont réussi à arriver à leur fin, donc Daniel lui offre un verre de whisky rempli de somnifères. Son mari Gilles s'endort. Patrick va prendre un coussin, lui placer au niveau de l'oreille et tirer à travers le coussin dans l'oreille. Les gendarmes vont lui poser la question: pourquoi avoir tiré déjà dans un coussin et pourquoi dans l'oreille? Donc le coussin, c'est parce que les enfants de Daniel dormaient. Je rappelle que Daniel et Gilles ont 3 enfants. D'accord? Donc ça veut dire qu'elle a tué le père de ses 3 enfants dans le plus grand des calmes. Donc le coussin, c'était pour faire un silencieux et éviter que les enfants soient réveillés. Et le fait de tirer dans l'oreille, c'était pour que lorsqu'on retrouve le corps, on ne voit pas qu'une balle lui a été tirée. Parce que finalement, il n'y a pas vraiment d'impact de balle. Ça passe par le trou de l'oreille et donc c'est plus discret. On remarque quand même la réflexion qui est faite et la précision pour essayer de ne pas se faire attraper. Ensuite, il simule l'accident et il va même expliquer qu'il va se mettre derrière Gilles pour lui mettre ses chaussures, pour faire les lacets comme si c'était Gilles qui les avait fait lui-même pour que les boucles soient dans le bon sens. Donc c'est-à-dire que Patrick arrive à un stade où il arrive à faire attention aux moindres détails pour que ça passe pour vraiment un accident à 100%. Pendant qu'il avoue tout ça, il n'y a aucun remords. Il dit ça d'une froideur, et c'est les gendarmes qui le disent, hein. Il n'a aucun sentiment, aucun remords, aucun regret de ce qu'il a fait. Il explique froidement ce qu'il a fait. Il a l'air même plutôt satisfait de ce qu'il a fait, parce que finalement, il explique que Gilles,
c'était un mauvais homme et qu'il a débarrassé le monde finalement d'un connard en fait. C'est le terme qu'il va utiliser parce que Daniel lui avait fait sous-entendre que son mari lui rendait la vie invivable, qu'il était violent et qu'elle avait envie qu'une chose, c'est qu'il meure dans un accident. Donc il a un petit peu soufflé quand même l'idée, hein, faut le dire. Bah, une fois que le corps il est emmené sur place finalement par Patrick, pendant ce temps-là, bah, Daniel reste à la maison, nettoie la chambre, fait le ménage pour essayer voilà, qu'il n'y ait pas de traces de sang ni quoi que ce soit. Et puis bah, Patrick se charge de finir le travail. Donc le motif numéro 1, c'est que finalement Gilles était violent avec sa femme. Le deuxième, certainement le plus conséquent je pense, c'est que le mari de Daniel avait une assurance vie de 100 000 francs, un peu plus. C'est quand même beaucoup pour l'époque, et surtout pour un couple qui ne travaille pas, que ce soit Gilles, que ce soit Patrick ou Daniel, il ne travaille pas. Et donc elle a touché cette somme quand son mari est décédé, qui a été rapidement, mais très rapidement dilapidée par le couple. Et c'est pour ça que s'en est suivi le deuxième plan avec Sébastien, puisqu'ils avaient déjà tout craqué. Le couple, en attendant le procès, va être donc en détention, séparément évidemment. Et là, il va y avoir deux comportements différents. C'est-à-dire que Patrick ne va faire que d'écrire des lettres à Daniel en lui disant qu'il l'aime comme un fou, que s'il a fait tout ça, c'est pour elle. C'est parce qu'il l'aimait, qu'il voulait qu'elle soit heureuse. Mais à côté de ça, Daniel ne lui adresse quasiment plus la parole. Elle ne répond pas à ses lettres. Et lorsqu'il y a des entretiens entre les deux, ce qui arrive régulièrement avec les avocats, elle ne lui regarde pas, elle ne lui répond pas, et dès lors qu'on demande qui est responsable de tout ça, elle incrimine uniquement Patrick, et se met en position de victime. Patrick va très, très, très mal le vivre. Il va se sentir complètement trahi, complètement abandonné. Finalement, il a fait tout ça pour la femme qu'il aime, et elle l'abandonne. Donc il ne comprend pas, en fait, sa réaction. Le 30 novembre 99, donc a lieu le procès. Donc le jour du procès, Patrick va pas changer de version, il va absolument tout avouer, il va miser sur la vérité et voilà, il ne s'en cache pas. Danielle, elle, va continuer aussi sur le même discours, qu'elle était sous emprise, qu'elle a été contrainte de faire tout ça, qu'elle n'était pas d'accord. Donc vraiment, les deux finalement se séparent complètement. Ça va être remarqué par le juge et juré que Patrick, quand il raconte les horreurs qu'il a faites, que ce soit à Gilles ou à Sébastien, qu'il n'a aucun remords et aucun sentiment. Et ceci dit, Daniel non plus, hein, pas plus que ça. Patrick va donc, à la fin du procès, prendre la réclusion criminelle à perpétuité avec 20 ans de sûreté. Peine carrément correcte. Et Daniel, elle, va prendre 30 ans de prison. Donc c'est un peu moins, pour le coup. Mais ce qui est remarqué, c'est que finalement, malgré le discours qu'elle a pu tenir dans le fait qu'elle n'avait rien à voir avec tout ça, qu'elle a été contrainte, que oui, elle était présente, mais qu'elle ne pouvait rien faire et qu'elle était sous emprise, finalement, on l'a jugée au même titre que Patrick. Donc on les considère autant responsables l'un que l'autre. Et c'est le cas. Sans Patrick, il n'y avait pas de meurtre, et sans Daniel, il n'y avait pas l'envie de passer au meurtre. Donc actuellement, ils sont... c'était en 99. Ils sont sortis de prison. Donc je pense que Daniel a dû avoir des remises de peine, etc. entre-temps. Donc Daniel est sorti de prison. Patrick, lui, est aussi sorti de prison. Plus ou moins. En fait, lui, maintenant, il est dans une ferme de réhabilitation en Picardie. Où il restera normalement jusqu'à la fin de ses jours. Mais en tout cas, il n'est plus vraiment dans une cellule. Et ce qu'on sait, c'est que depuis que Daniel est sorti, et plus ou moins Patrick aussi, ils ne se sont pas remis ensemble et Daniel n'a pas repris contact avec Patrick. Voilà la fin de cette histoire.